20h sur TFM, mesdames, messieurs, les titres de l'actualité de ce jeudi. Présidentielle de 2019, l'opposition lance la pause, la plateforme opérationnelle de sécurisation des élections, une synergie d'action pour une meilleure surveillance du processus électoral. À 2 mois du scrutin présidentiel, le matériel électoral prêt à l'acheminement dans les différentes circonscriptions que compte le pays. Le début de l'exercice lancé ce matin par le ministre de l'Intérieur qui dit vouloir éviter tout dysfonctionnement lié au matériel électoral. Lutte contre le terrorisme, les forces de défense et de sécurité sénégalaises et mauritaniennes unissent leurs forces, ce pour parer à toute éventualité. CAN de beach soccer, le Sénégal en passe de conserver son titre. Les Lions de la plage affrontent le Nigeria en finale de cette compétition ce vendredi. Ils ont composté leur billet aux dépens du Maroc, éliminé ce jeudi en demi-finale. Voilà pour les titres. Le développement dans une poignée de secondes. Merci de choisir TFM pour vous informer. Bienvenue, bonsoir à tous. Je vous le disais en titre, scrutin présidentiel de février prochain, l'opposition lance la pause, la plateforme opérationnelle de sécurisation du processus électoral, une synergie d'action pour mieux surveiller donc ce processus. Le lancement des activités de la dite plateforme s'est tenu cet après-midi, une cérémonie sanctionnée d'une signature de charte. Maïmouna Ndiaye et Amadou Ba nous font l'économie de cette rencontre. Ils ont signé tour à tour cette charte des leaders de l'opposition engagés à sécuriser le processus électoral. La question centrale et principale, c'est les cartes d'électeurs, parce que le vote, c'est avant tout l'affaire des citoyens. Le droit de vote est un droit fondamental. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas aller aux élections sans nous assurer que tous les Sénégalais qui ont le droit de vote ont reçu leur carte. Donc l'objectif de cette plateforme, c'est de les recenser pour communiquer avec l'opinion nationale et internationale sur la profondeur de ce phénomène. Mutualisation des efforts, engagement devant le peuple, la plateforme opérationnelle de sécurisation ratisse large. On va se battre pour que parfois on revienne à ce qui a existé. Parce que le vrai problème du Sénégal aujourd'hui, c'est que nous sommes en situation de recul démocratique. Nous avions un code consensuel en 1992. Les élections depuis lors se sont déroulées, parfois avec un peu de contestation, mais dans le cadre d'un consensus global et large qui avait pu préexister aux élections. Et aujourd'hui, Macky Sall a décidé de rompre cette dynamique, qui est une dynamique de paix et qu'il faut préserver, qu'il faut restaurer. Défense de la démocratie, c'est aussi une élection transparente. Ces membres de l'opposition prennent les devants. Nous sommes là, décidés à sécuriser ces élections. Nous ne les ignorons avec aucun moyen pour arriver à ce résultat. Parce que nous ne défendons pas seulement nos ambitions, mais nous défendons le peuple sénégalais. La stabilité politique est un capital précieux de ce pays et nous le défendrons, ce capital précieux, pour que la stabilité puisse continuer à demeurer dans ce pays. La plateforme lancée, les parties prenantes s'inscrivent dans la sensibilisation pour plus d'ouverture. Maïmouna Ndiaye, à 2 mois de ce scrutin, le matériel électoral déjà en place est prêt à être acheminé vers les différentes circonscriptions que compte le pays. La cérémonie de lancement du processus d'acheminement s'est tenue en présence du ministre de l'Intérieur. Aly Ngouille Ndiaye dit ne vouloir aucun dysfonctionnement lié à ce matériel électoral. Et s'agissant de la carte nationale d'identité de Karim Wade, le ministre déclare n'avoir aucune information à ce sujet. Koumba Matlo et Amadou Ba. Le matériel électoral en place, prêt à être acheminé, le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, annonce le démarrage du processus d'acheminement du matériel sur toute l'étendue du territoire. Plus de 30 000 urnes. Donc tout le matériel est au complet et prêt à être acheminé dans tous les bureaux de vote au Sénégal comme à l'extérieur. Donc je pense que vous l'avez constaté avec nous, il y a suffisamment d'urnes, suffisamment d'isoloirs, suffisamment d'encre, de lampes, de cachets, tout est là sur place et le transport va démarrer aujourd'hui. 10 jours pour livrer ce matériel vers les préfectures et, dysfonctionnement dans le déroulement du scrutin. En tout cas, ce matériel-là sera dans les bureaux de vote. Parce que déjà, comme elle a dit à le poser tout à l'heure, nous sommes à plus de 70 jours et on commence déjà à l'acheminer. Je pense que quand même,
Dans ce pays, il n'y a pas un bureau de vote qui ne devrait pas, ou en tout cas un arrondissement ou une préfecture qui ne devrait pas dans les 10 jours recevoir. Donc normalement dans les 10 jours, tout ce matériel doit être en tout cas à proximité. Cette rencontre est aussi l'occasion pour le ministre de répondre sur l'affaire de la pièce d'identité de Karim Meïssa Wade. Aly Ngouille Ndiaye dit ignorer si le candidat du Parti démocratique sénégalais a reçu ou pas sa carte d'électeur. C'est le contraire qui aurait étonné. Vous tous, vous savez que Karim n'est pas inscrit sur la liste électorale. Donc s'il a une carte d'identité, il ne peut pas y avoir autre chose. Maintenant, est-ce qu'il a sa carte d'identité? J'ai appris dans la presse comme vous qu'il a reçu. Autre temps fort de l'actualité nationale avec les juges Mamadou Diawara et Abdoulaye Sylla qui intègrent le Conseil constitutionnel. Ils ont remplacé par décret 2018-21-26 les juges Malick Diop et Mamadou Sy qui ont épuisé leur mandat de 6 ans. Le professeur Ndiaw Diouf, pour sa part, est nommé vice-président de l'institution. Les détails avec Alassane Ba. Des changements au Conseil constitutionnel. Les juges Malick Diop et Mamadou Sy quittent l'institution indépendante. Ils ont épuisé leur mandat de 6 ans par décret 2018-2126 du 6 décembre 2018. Le chef de l'État Macky Sall met fin à leurs fonctions. Ils sont remplacés par Mahamadou Diawara, ancien président de chambre à la Cour suprême, et Abdoulaye Sylla, inspecteur général d'État. Le professeur Ndiaw Diouf est nommé vice-président par décret 2012-2126 du 6 décembre 2018. Une manière pour le président Sall de garantir le fonctionnement régulier du Conseil constitutionnel. Le Conseil ne peut délibérer qu'en présence de tous ses membres, sauf empêchement temporaire de 3 d'entre eux au plus, dûment constaté par les autres membres. Si l'un des membres est temporairement empêché, comme le président, le vice-président assure l'intérim. Justice toujours, mais cette fois-ci en bref, sachez que le rappeur Ngaka Blindé obtient une liberté provisoire après des mois de détention à Rebeuss. C'est dans le cadre de l'affaire des faux billets de banque. Nous y reviendrons avec la réaction de son avocat. Éducation, à présent, les nominés du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant sont connus. Il s'agit de Fatoumata Fati, professeur de lettres et d'histoire géo à Sédhiou, Gorgui Faye, directeur d'école à Diofior, et Aïssatou Koïta, enseignante à Tambacounda. Le lauréat sera connu le 28 décembre avec une récompense de 20 millions de francs CFA pour le Grand Prix et 5 millions pour le prix d'encouragement. Fatou Bintou Konté, Thierno Laurent Mendy. En attendant de connaître le nom du lauréat du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant pour cette édition 2018, il a été retenu les nominés suivants. Ça ne préjuge pas de qui a le Grand Prix, qui n'a pas le Grand Prix. C'est par ordre alphabétique. Présentation de la nominée Fatoumata Fati. Mademoiselle Fatoumata Fati, professeure de collège d'enseignement moyen général de 2e classe. Au collège d'enseignement moyen général Fodé Kaba Doumbouya, inspection de l'éducation et de la formation de Sédhiou. M. Gorgui Faye, instituteur. Depuis 1996, il est directeur d'école non déchargé, c'est-à-dire directeur d'école qui tient en même temps une salle de classe. Madame Assiatou Koïté, institutrice de 2e classe, 4e échelon. Sur un nombre de 179 dossiers de candidature, au finish, 3 ont été retenus, avec des critères bien définis. L'objectif de ce Grand Prix est de récompenser un enseignant créé en main, ça veut dire un enseignant qui tient une salle de classe, dont les qualités humaines et professionnelles, le dévouement au travail et l'exemplarité dans l'exercice de son métier et dans son comportement au sein de l'école et de la communauté mérite d'être loué et porté à la connaissance de tous. La récompense, qui était l'année dernière de 10 millions de francs CFA pour le Grand Prix et de 5 millions pour les prix d'encouragement, ont été revus à la hausse pour cette 2e édition. Rappelez que ces montants ne sont plus d'actualité, parce que l'année dernière, lors de la cérémonie de remise, le chef de l'État, séance tenante, avait porté la récompense du lauréat du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant à 20 millions de francs CFA et la récompense financière du prix d'encouragement à 5 millions de francs CFA. Donc ce sont ces montants qu'il faut retenir, ce sont ces montants qui seront attribués cette année. Le lauréat aura 20 millions de francs CFA, les
attributaires de prix d'encouragement auront 5 millions de francs CFA. La cérémonie de remise est prévue ce 28 décembre où l'enseignant exceptionnel de cette année sera connu et l'invité d'honneur est un enseignant burkinabé du nom de Maxime Sou. Fatou Bintou Conté, sachez que le lauréat de l'édition 2017, Assane Ndiaye, est retenu dans le top 50 des meilleurs enseignants du monde. L'annonce est du ministre de l'Éducation. Le meilleur enseignant du monde recevra une enveloppe de 675 millions de francs CFA. Choisi parmi 30 000 candidats, la sélection des 10 finalistes se fera en février 2019 et la cérémonie de récompense prévue le 24 mars prochain. Le ministre de l'Éducation au micro TFM de Fatou Bintou Conté. Nous l'écoutons. Assane Ndiaye, lauréat de l'édition 2017 du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant, vient d'être sélectionné parmi les 50 nominés de l'édition 2019 du Prix mondial de l'enseignant. Carrière, celle de Assane Ndiaye, a fait de lui, dans son pays, le Sénégal, une référence pour sa persévérance, son dévouement, son ambition et son engagement à assurer une bonne éducation aux enfants malgré des ressources limitées. Les présidents de régions du Sénégal au secours des étudiants sénégalais de France. Face à la hausse des frais d'inscription, les responsables des régions vont ouvrir des discussions avec leurs homologues français afin d'atténuer les difficultés de ces derniers. L'information est donnée par le président des régions du Sénégal. Dissa Prera nous en dit un peu plus. S'il y a des difficultés avec les étudiants sénégalais en France, nous, en tant que collectivité locale, notre rôle est de discuter avec nos homologues français et cela nous allons le faire pour trouver des solutions. Je vais en discuter avec les présidents des régions de France, voir si on peut trouver des bourses ou toute autre forme de soutien à ces étudiants pour atténuer les charges. Je ne dis pas qu'on va les baisser, mais on va essayer d'aider ces étudiants. Ça, c'est le rôle des collectivités territoriales. Direction Saint-Louis à présent, où un baptême de l'air pour une vingtaine de jeunes filles élèves des séries scientifiques du lycée Ahmed Fall a été organisé. L'objectif, inciter les filles à investir les métiers de l'aéronautique où les femmes sont très faiblement représentées. Une manière également de les doper pour qu'elles fréquentent comme les garçons les séries scientifiques. À Saint-Louis, nous retrouvons la correspondance de Sénou Diop. Au Sénégal, peu de femmes exercent les métiers de l'aéronautique. Leur nombre est presque insignifiant comparé aux hommes. Une injustice que l'Association pour la promotion des métiers de l'aéronautique veut corriger avec ce baptême de l'air au profit de 20 filles des séries scientifiques issues du lycée Ahmed Fall de Saint-Louis. Puisque cela est parti d'une remarque générale, la remarque qu'au Sénégal, les métiers de l'aéronautique n'étaient pas tellement connus. À part le métier de pilote et de steward, en général, les autres métiers ne sont pas connus. Donc nous faisons une promotion des métiers de l'aéronautique. Et également, nous essayons de créer de l'émulation chez les jeunes. Nous essayons d'accompagner ces jeunes-là pour qu'ils puissent savoir comment accéder à ces métiers et comment exercer dans le domaine. Sur le tarmac de l'aéroport de Saint-Louis, les avions ULM utilisés sont présentés aux jeunes filles du lycée Ahmed Fall. Une première découverte pleine d'émotions. Nous sommes allés à Linguère et nous sommes aujourd'hui à Saint-Louis dans le cadre de cette Marguerite. Et nous en profitons donc pour faire profiter de notre expérience et de notre passion du pilotage une vingtaine de jeunes filles d'un lycée de Saint-Louis. L'initiative de l'Association sénégalaise pour la promotion des métiers de l'aéronautique agrée les élèves qui ont pris l'engagement d'investir ces métiers. C'était vraiment une expérience géniale. C'était vraiment fantastique et de plus d'avoir eu l'opportunité de rencontrer Madame Lo, elle aussi, elle m'a permis de rentrer dans son ULM. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des choses que je n'avais jamais vues. Le monde était, on dirait Saint-Louis était trop petit à mes yeux. Cette activité entre dans le cadre du prolongement de la célébration de la Journée mondiale de l'aviation civile, célébrée le 7 décembre dernier. Les élèves ont découvert pour la première fois la ville de Saint-Louis avec toute sa beauté. Lutte contre le terrorisme à présent, et je vous le disais en titre, les forces de défense et de sécurité sénégalaises et mauritaniennes unissent leurs efforts, ce pour parer à toute éventualité, mais au-delà même de la lutte transfrontalière, elles ont établi un dispositif de veille pour sécuriser la frontière mauritanienne de toute la région de Matam. Ali Bandelnian.
Au-delà de la lutte contre le banditisme et la criminalité transfrontalière, la mutualisation des efforts s'impose pour parer à toute menace terroriste. C'est ainsi qu'il faut justifier cette grande patrouille mixte entre les forces de défense du Sénégal et de la Mauritanie. Bandit, et au passage, je rappelle que cette patrouille était une patrouille de sécurisation, mais aussi de sensibilisation, parce que comme vous le savez, la menace a changé. Le mode opératoire des malfaiteurs aussi a changé et il y a certaines idéologies nouvelles qui empruntent donc une idée tout aussi vraie que l'islam et en font vraiment en donne une autre image. Donc la sensibilisation allait plus dans ce sens et je suis confiant que ce n'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Une nouvelle forme de collaboration qui, selon le gouverneur de Mata, magnifie les bonnes relations entre les deux pays qui démontrent ainsi leur ferme volonté d'assurer la sécurité, surtout le long de la frontière. Nous devons également nous dire que nous avançons de plus en plus dans un monde d'incertitude sécuritaire. Et c'est pour cette raison qu'en liaison avec le Wali de Kayedi, nous avons un niveau de veille extrêmement élevé. Il importe de ne laisser aucune place à toutes les formes de criminalité que nous pouvons retrouver au niveau des frontières. Donc cette patrouille mixte répond aussi à cet objectif. Après avoir sillonné toutes les localités longeant le fleuve Sénégal, les forces de défense des deux pays ont réussi à établir un dispositif de veille et de prévention pour une meilleure visibilité de la frontière. À Diogo, dans la commune de Darou Khoudoss, dans le département de Tivaouane, les populations réclament la communalisation de Diogo qui polarise plusieurs villages. Les habitants de ces 30 villages ont marché pour se faire entendre et selon le coordonnateur du collectif des habitants, il est inacceptable de parcourir 40 km pour disposer d'un extrait de naissance, voire d'un certificat de mariage. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Diogo, une localité composée de plus d'une trentaine de villages, a hurlé son désespoir. Les populations sont sorties dans la rue pour réclamer l'érection de leur localité en commune. L'érection de Diogo en commune est une nécessité pour les raisons suivantes. Il est rare de voir à travers le pays deux chefs-lieux de communes, Mboro et Darou Khoudoss, être séparés de moins de 2 km pendant que des populations situées dans l'autre extrémité de la commune parcourent presque 40 km pour se procurer un certificat de résidence ou un extrait de naissance. Nous pensons que c'est une erreur de découpage sur l'emplacement du chef-lieu et cela mérite rectification. Ces populations disent avoir raison de marcher, d'autant plus que Diogo constitue le poumon économique de la commune de Darou Khoudoss. La zone de Diogo, par ses nombreuses ressources agricoles, minières et halieutiques, reste sans conteste le poumon économique de la commune de Darou Khoudoss, DCO, qui est en train d'exploiter le 3e gisement mondial de zircon et tant d'autres sociétés d'exploitation de mines, dont les fast-fortes de Ngouy Wade. Cependant, elles peinent à jouir en retour de ces retombées. Toutes les forces vives de la localité, les chefs de village, les autorités religieuses et coutumières, les vieillards, tous étaient de la partie pour dire non à ce qu'ils qualifient d'injuste. Cheikh Anta Diop, retour à Dakar, précisément à Sacré-Cœur où les embouteillages deviennent de plus en plus interminables. La conséquence sans doute de l'occupation anarchique de la voirie, une situation que beaucoup de citoyens déplorent. Pour eux, les responsables ne sont autres que les municipalités qui octroient ces places aux vendeurs. Ils invitent l'État à sévir devant cet état de fait. Un sujet signé Aïssatou Gueiba. Mamadou Ba patiente tranquillement à côté de son véhicule. L'encombrement des voies publiques ne lui est pas resté indifférent. Et c'est avec désolation qu'il dénonce la situation. Vraiment, lui, ce n'est pas beau à voir ce décor. En plus, il peut engendrer beaucoup de choses négatives. Pour une capitale d'un pays, l'image n'est pas bonne. Oui, je pense que ce que nous voyons ici, c'est ce qui est anormal. Parce que nous voyons des caisses de gauche à droite. Et je pense que l'État doit intervenir sur ça. L'État doit intervenir sur ça, même les mairies aussi. Les municipalités pointées du doigt, elles ont une grande part de responsabilité, selon nos interlocuteurs. Mais les mairies m'ont
C'est de la responsabilité de la mairie. Elle laisse les épaves et d'autres marchands occuper les espaces aux alentours du marché. C'est le même cas de figure à Thiaroye-Guédiawaye. Puis un bon jour à cause des bouchons, puis un bon jour à cause des bouchons créés, la mairie veut déguerpir les marchands qui opposent un refus. C'est cela le problème. C'est la mairie même qui donne cet espace en location au magasin. Elle devait trouver d'autres lieux que ceux qui étaient destinés préalablement au bien-être des personnes. Dans plusieurs artères de Dakar, difficile de voir des espaces libres. Des épaves, vendeurs de véhicules, entre autres, occupent les voies. Une situation qui inquiète davantage des populations qui appellent les autorités à intervenir. Plus de 2 millions d'utilisateurs additionnels de planification familiale d'ici à 2020. C'est l'objectif du partenariat de Ouagadougou dont la 7e réunion se tient présentement à Dakar. Une rencontre pour échanger sur la santé de la reproduction en Afrique. Initiative saluée par le ministre de la Santé qui soutient que le taux de prévalence contraceptive est en parfaite corrélation avec la mortalité maternelle. Fatimata Touré, Pape Songone Mbaye. La santé de la reproduction est une problématique qui impacte sur la vie des femmes. La 7e réunion du partenariat de Ouagadougou, un moment de réflexion sur la question. Occasion saisie par le ministre de la Santé pour expliquer la corrélation entre le taux de prévalence contraceptif et la mortalité maternelle. La problématique de la planification familiale est une problématique qui impacte de manière très claire les conditions de vie des femmes et des filles, mais ce qui est important aussi, il y a une corrélation parfaite entre le taux de prévalence contraceptive et la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Je crois que ces corrélations-là doivent être recherchées et in fine, aller même rechercher l'impact de tout cela sur le dividende démographique. La planification familiale, aujourd'hui, participe au développement d'un pays. En croire la coordinatrice du partenariat de Ouagadougou. La planification familiale, certes, c'est un intrant, mais c'est un facteur de développement parce que pour la capture du dividende démographique, il est établi qu'il faut qu'on s'appuie sur 3 piliers. Je dirais 4. Le premier, c'est l'éducation. Le second, c'est l'emploi. Mais en amont de ces deux, il y a la planification familiale et enfin la bonne gouvernance. Fatima Si reconnaît tout de même que les objectifs ne sont pas atteints dans d'autres pays. Il y a des disparités dans les résultats. Il y a certains pays qui ont atteint donc, les résultats attendus d'eux et puis d'autres qui n'ont pas atteint ces résultats-là et qui doivent redoubler d'efforts. Plus de 2 millions d'utilisateurs additionnels de planification familiale d'ici 2020 et l'engagement du partenariat de Ouagadougou. Ceci pour combattre la mortalité maternelle. Fatimata Touré, une enveloppe de 214 millions de francs CFA pour le département de Bakel. L'objectif, lutter contre l'immigration clandestine, mais aussi promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes de la localité. Après donc Saint-Louis, Kaolack et Fatick, entre autres localités, la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide était cette fois-ci dans le département de Bakel. Pape Faragning. Ils ont roulé sur des centaines de kilomètres de pistes avec une poussière insupportable, bravant aussi la chaleur et traversé tout le Dan des Maillots pour financer les femmes et les jeunes de Bakel. Le délégué général et son équipe déterminés à promouvoir davantage l'entrepreneuriat rapide. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà financé pour le département de Bakel 116 93 877 francs CFA pour 286 bénéficiaires directs pour leur permettre d'avoir une activité économique, une activité génératrice de revenus et, comme on l'a nommé, une autonomisation économique ou le renforcement des capacités de ces femmes et de ces jeunes. Une enveloppe de 214 millions qui va permettre aux jeunes de rester dans le terroir pour développer la localité. Son impact, certainement, ce sera très important pour le département, puisque nous sommes dans une zone où on notait déjà un déficit dans les investissements et des questions d'emploi qui se posaient ici de façon assez prégnante.
Et si par rapport au potentiel que nous avons ici, dans le domaine de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et autres, ça pourrait nous aider à régler un problème très important, celui du financement des activités de développement dans le département. Que ça soit en direction des jeunes, mais aussi en direction des femmes qui sont très entreprenantes. Nous avons une enveloppe de 214 061 834 francs CFA qui est dédiée au département de Bakel. Décidé de parcourir le Sénégal, même les régions les plus difficiles d'accès, Pape Amadou Sarr et ses collaborateurs sont souvent confrontés à d'énormes difficultés pour accéder au fin fond du Sénégal pour le respect de l'équité territoriale. Dans l'actualité sportive, nous parlons Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer qui se joue à Sharm el-Sheikh en Égypte. Le Sénégal a validé son billet pour la finale. Les Lions ont battu le Maroc 7-2 en demi-finale. Les Sénégalais vont affronter demain le Nigeria en finale, une équipe qu'ils ont battue en phase de poule après la séance des tirs au but, mais également en finale de la Coupe d'Afrique de cette discipline au Nigeria. Cette victoire permet au Sénégal de se qualifier à la prochaine Coupe du monde qui se jouera au Paraguay, ce sera en 2019. Et puis ce résultat n'est rien d'autre que le fruit d'un travail de longue haleine, c'est du moins le sentiment d'Ibrahim Ndiaye Chita, le manager général des Lions de beach soccer. Il est joint au téléphone par Cheikh Sadi Boudjara, nous l'écoutons. Il faut d'abord rendre grâce à Dieu. Je crois que ce résultat-là, c'est le résultat quand même d'un travail. Voilà, et les résultats sont là. Donc ça fait la 7e fois qu'on va quand même participer à une Coupe du Monde. On va se préparer en conséquence et je crois que le président de la fédération a déjà donné le temps. On va faire un programme qu'on va suivre pour au moins arriver vraiment prêt à la 7e édition de la Coupe du Monde à laquelle le Sénégal va participer. Et donc, ce n'est pas du hasard, hein. Les résultats que nous avons obtenus jusqu'à ce moment, c'est le résultat d'un travail bien établi par tout le monde, et derrière aussi la fédération et l'État du Sénégal a suivi en mettant à notre disposition vraiment les moyens qu'il faut. Presque depuis le 29 novembre, nous sommes hors du Sénégal. C'était juste pour arriver à ce stade-là. Le job n'est pas encore terminé. Il nous reste demain. Et je crois que c'est demain qu'on doit quand même terminer le job, quoi. Bonne chance donc à nos Lions de la plage qui vont jouer demain cette finale contre le Nigeria. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. L'information continue sur TFM. Au revoir.